Au Cameroun, les autorités ont indiqué avoir arrêté des militaires et policiers. Ces derniers sont accusés d'avoir torturé un homme soupçonné d'être un terroriste dans la zone anglophone du pays. La situation au Tigré reste toujours préoccupante. On rapporte la mort de plusieurs dizaines de personnes lors d'une manifestation qui s'est tenue à Mekele, la capitale provinciale du Tigré, la semaine dernière. Le parquet russe a requis ce mardi environ 10 600 € contre l'opposant emprisonné Alexei Navalny. Il est poursuivi pour diffamation par un ancien combattant, des poursuites que Navalny qualifiait de politiques. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue au Cameroun. Les autorités ont annoncé avoir arrêté des militaires et également des policiers. Ils sont accusés d'avoir torturé un homme soupçonné d'être un terroriste dans la zone anglophone du pays, une région en proie à un violent conflit armé. Reportage. Le colonel Cyril Serge Atonfa Kagemo, porte-parole de l'armée camerounaise, a reconnu dans un communiqué publié ce lundi que des éléments des forces de défense et de sécurité ont été arrêtés pour avoir torturé un homme soupçonné d'être un terroriste. Il a indiqué avoir identifié 2 gendarmes, 2 soldats et 4 policiers qui ont été immédiatement mis aux arrêts. Selon le communiqué, les faits se sont déroulés jeudi dans la localité de Ndou, dans le nord-ouest anglophone, et une enquête judiciaire a été ouverte. Dans une vidéo d'une dizaine de minutes diffusée sur les réseaux sociaux, un homme reçoit de violentes gifles et des coups de pied assénés par des hommes en tenue militaire munis d'une machette. L'homme, soupçonné d'être un relais criminel et terroriste local, reçoit également de violents coups sur la plante des pieds portés par le flanc de la machette. Selon le communiqué du porte-parole de l'armée, ces faits sont en rupture avec la protection des droits humains. Dans la nuit de samedi à dimanche, 3 chefs traditionnels du département du Lébialem, dans le sud-ouest, ont par ailleurs été fusillés et leurs corps jetés dans une rivière par un groupe conduit par un chef séparatiste, Field Marshal. L'information a été rapportée toujours ce lundi dans un autre communiqué de Paul Tassong, un ministre anglophone. Selon lui, les victimes étaient notamment accusées de veiller au bon fonctionnement des écoles de leur village. Les écoles sont, rappelons-le, régulièrement prises pour cible, car assimilées par les rebelles anglophones au pouvoir central. La situation au Tigré reste toujours préoccupante. On rapporte la mort de plusieurs dizaines de personnes lors d'une manifestation qui s'est tenue à Mekele, la capitale provinciale du Tigré, la semaine dernière. Mais il est toujours impossible, voire difficile, d'obtenir des informations sur ce qui se passe réellement dans le nord du pays. Reportage. Après plus de 3 mois de conflit au Tigré en Éthiopie, de nombreux témoignages commencent à émerger sur les combats et les crimes commis contre les civils. Face à ces accusations, le gouvernement éthiopien fait bloc et assure que tout est revenu à la normale dans la région. Les télécommunications y sont toujours largement coupées et la région reste inaccessible pour les médias. Les manifestations survenues la semaine dernière à Mekele avaient lieu pendant la visite de leaders religieux éthiopiens. Et l'armée est accusée d'avoir tiré à balles réelles pour réprimer le mécontentement. La présence massive de soldats érythréens dénoncée par les États-Unis et l'ONU a été niée par Addis Abeba. Pourtant, avec ces centaines de témoignages qui émergent depuis quelques semaines, la pression s'accentue sur les autorités. Le ministère de la Femme a admis que de nombreux viols avaient eu lieu dans la province et que des enquêtes seraient menées. Première confirmation officielle de crimes attestés par des témoignages et potentiellement perpétrés à grande échelle. Les autorités judiciaires traitent actuellement les données en termes de chiffres, a affirmé la ministre de la Femme, disant espérer que les auteurs seraient traduits en justice sans préciser quels belligérants les avaient commis. L'ONU a indiqué en janvier avoir reçu des informations perturbantes relatives à des violences sexuelles au Tigré, faisant notamment état
l'État d'individus contraints de violer les membres de leur propre famille. La reconnaissance par la ministre que des viols ont eu lieu est importante, a estimé Céline Tefera, fondatrice de l'organisation féministe CETA8, appelant le gouvernement à tenir sa promesse d'inquiéter et de soutenir les victimes. Au Bénin, alors que le peuple béninois attendait la publication ou la validation ou non de la liste provisoire des candidats retenus pour la présidentielle d'avril prochain, des recours ont atterri sur la table de la Cour constitutionnelle. Ces recours sont-ils suspensifs de la décision de la haute juridiction? Des éléments de réponse avec Maître Paul Kato Atita. Il est avocat au barreau du Bénin. On l'écoute. Il a deux recours qui ont retenu mon attention, le recours de l'honorable Afo, le recours de Madame Rekiatou Madougou. Est-ce que la Cour constitutionnelle va devoir délibérer directement sur la validité des candidatures ou est-ce qu'elle va au préalable connaître de ces problèmes préliminaires à la validation des candidatures? Je ne me mets pas à la place du juge constitutionnel béninois, mais je suis convaincu d'une chose, la fraude dont il est question, c'est un aspect très sérieux de ces deux recours-là. C'est un moyen pertinent, ce n'est pas un moyen fantaisiste. Et je pense que le juge constitutionnel béninois devrait se prononcer sur cette question de fraude préalablement à tout. Parce que pourquoi? Le parrainage est une condition essentielle pour la validité d'une candidature à l'élection présidentielle désormais en République du Bénin, à voir ce qui est fait maintenant dans la nouvelle constitution. Et le juge constitutionnel doit pouvoir vérifier la transparence de ce parrainage, la transparence dans la mise en œuvre de ce parrainage, et il doit vérifier si les parrains ont consenti réellement à un parrainage, tout comme il doit pouvoir vérifier si les autres conditions sont réunies. Mais dès lors que la fraude est établie, c'est que le processus doit s'arrêter à ce niveau d'abord. Et il se doit donc de procéder à l'annulation de tous ces parrainages tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale et renvoyer les gens à une reprise de cette phase. La fraude enlève toute efficacité aux candidatures qui sont là en l'état. Avec la fraude, il n'y a pas de droit acquis. Le parquet russe a requis ce mardi environ 10 600 € contre l'opposant Alexei Navalny en prison. Il est poursuivi pour diffamation par un ancien combattant, des poursuites que Navalny avait qualifiées de politiques. Reportage. Alexei Navalny, 44 ans, est accusé d'avoir diffusé des informations mensongères et injurieuses au sujet d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale qui avait défendu dans un clip de campagne l'été dernier un référendum ayant renforcé les pouvoirs de Vladimir Poutine. La troisième audience a eu lieu ce mardi dans un tribunal en Russie et le parquet a requis une amende de 10 600 €. Navalny était sous le coup d'une condamnation à 3 ans et demi de prison avec sursis. Au moment des faits, le parquet a également requis que l'opposant purge cette peine. Un autre tribunal avait déjà converti le 2 février dernier ce sursis en sentence ferme. Les poursuites contre Navalny sont fantaisistes et arbitraires, a plaidé de son côté son avocate Olga Mikhailova. La défense est en désaccord catégorique avec l'accusation. Il n'y a aucun élément constitutif d'un délit dans cette affaire, a-t-elle affirmé. La décision du juge est attendue le 20 février prochain. Lors des audiences, l'opposant a multiplié les échanges tendus avec le ministère public et la juge, dénonçant leur partialité et leur soumission au pouvoir. La justice russe doit également étudier un appel de Navalny qui contexte
Une amende de 3,3 millions de roubles, soit 37 000 euros au taux actuel qu'il doit verser à une entreprise agroalimentaire dans le cadre d'un autre procès en diffamation. Alexei Navalny a déjà écopé le 2 février de 2 ans et 8 mois d'emprisonnement pour avoir enfreint un contrôle judiciaire datant de 2014. Il accuse les autorités de vouloir le réduire au silence après avoir survécu cet été à une tentative d'emprisonnement dont il tient le président russe Vladimir Poutine pour responsable. Aux États-Unis, les Afro-Américains touchés par le Covid-19 ont environ 2 fois plus de chances d'en mourir que les communautés blanches. C'est ce qu'ont indiqué les autorités sanitaires de la Floride. En un peu plus d'un an depuis que le premier cas de Covid-19 a été détecté aux États-Unis, la maladie a particulièrement frappé les Afro-Américains qui ont environ 2 fois plus de chances d'en mourir que les personnes blanches, selon les autorités sanitaires. Une statistique glaçante et pourtant, de nombreux Afro-Américains restent réticents face au vaccin contre le virus. La propension à se faire vacciner est intrinsèquement liée au degré de confiance dans les institutions médicales et dans les traitements qu'elles proposent. Or, ces 2 domaines ont pu faire l'objet d'épisodes jugés racistes par les défenseurs des droits civiques aux États-Unis. Pour remédier à cette réticence des Afro-Américains, un grand groupe hospitalier de Houston a décidé d'installer un centre de vaccination au cœur du quartier noir de la ville Texane. Les centres de contrôle et de prévention des maladies ont indiqué en février que 46,5% des personnes noires en Amérique n'ont pas l'intention de se faire vacciner, contre 32,4% des personnes hispaniques et 30,3% des personnes blanches. La propension d'individus prêts à recevoir une dose de vaccin a toutefois progressé parmi ces 3 groupes depuis le début de la pandémie. Et selon les données rendues publiques par les centres de contrôle et de prévention des maladies, seuls 5,4% des doses de vaccin ont été injectées à des personnes afro-américaines lors du premier mois de la campagne de vaccination, quand celle-ci représente 12,5% de la population américaine. C'est dur de convaincre la communauté noire pour plusieurs raisons. Premièrement, les comportements pour d'autres vaccins ou essais menés dans la communauté médicale par le passé. Deuxièmement, toutes les théories du complot qui circulent et selon lesquelles ce n'est pas bon pour les personnes noires, qu'on n'en a pas besoin ou qu'il vaut mieux attendre et voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de théories de ce genre, mais moi, je sais que c'est vraiment ce dont on a besoin pour améliorer la situation et c'est pour ça que je suis là. Voilà, c'est cette information que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.